République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix 2018 attribué au docteur Denis Mukwege continue de susciter des réactions au sein de la population. Une ONG marocaine a dénoncé ce jeudi la politique discriminatoire du Maroc vis-à-vis des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Et puis, élection de mi-mandat aux États-Unis, le Parti démocrate présente pour la première fois un candidat dans toutes les circonscriptions. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été nommée ce vendredi à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie face à la sortante canadienne Michaëlle Jean. Ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo a été nommée secrétaire générale de l'OIF par consensus. C'était lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet à Erevan en Arménie. Sa nomination ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale, la sortante canadienne Michaëlle Jean, avait perdu ses deux plus importants soutiens que sont le Canada et le Québec. En République démocratique du Congo, l'opposition a appelé ce jeudi à des marches de protestation le 26 octobre prochain, et ce, à moins de 2 mois des élections prévues le 23 décembre 2018. Cette leader de l'opposition annonce aussi la tenue d'un grand meeting à Lubumbashi samedi prochain. À l'occasion d'une réunion ce mercredi, l'opposition a dans une déclaration condamné le comportement non conciliant et pour le moins méprisant du président de la commission électorale envers les candidats à l'élection présidentielle. Toujours en République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix 2018 attribué au docteur Denis Mukwege, médecin gynécologue de l'hôpital de Penza, venant en aide aux victimes de violences sexuelles, continue de susciter des réactions. Pour la population congolaise, ce trophée reste d'une part le mérite de tous les Congolais et d'autre part, il dévoile au monde entier que le pays est déchiré par des guerres et des violences. Je pense que le prix Nobel obtenu par Denis Mukwege, c'est une bonne chose, d'abord pour la République démocratique du Congo. Comme lui-même Denis Mukwege l'a dit, c'est pour dire que le monde écoute aussi la RDC. À ma connaissance, c'est le tout premier prix Nobel octroyé à un Congolais. C'est vraiment quelque chose qui attire l'attention de toute la communauté internationale, tant même nationale, parce que tout le monde va se poser des questions. Comment Denis Mukwege est arrivé à réparer des femmes ou bien à soigner des femmes violées? C'est parce qu'il y a un problème réel en RD Congo. Il faudra d'abord noter que c'est une fierté nationale, qu'un pays africain se retrouve avec un compatriote qui a bénéficié d'un prix, un prix de réputation internationale, réputation mondiale, prix Nobel de la paix. Mukwege, aujourd'hui, il est devenu une personnalité grandiose, dont la réputation dépasse les limites de notre pays. En Ouganda, plusieurs personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies ce jeudi dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi un responsable gouvernemental. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché ce jeudi Bukalassi au pied du mont Elgon, non loin de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, restent pour l'heure peu claires. Selon certaines sources, la catastrophe a également impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Bukalassi. Au Nigeria, au moins 7 soldats ont été tués dans l'attaque d'une base militaire par des djihadistes de Boko Haram près de la frontière avec le Niger. Il s'agit de chiffres annoncés par l'armée nigériane dans un communiqué diffusé sur Twitter. L'armée nigériane et le groupe djihadiste Boko Haram se sont affrontés lundi à Métélé, un village de l'État de Borno. Selon une annonce de l'armée à travers un communiqué diffusé sur son compte Twitter, 7 soldats sont morts et 16 ont été blessés.
Mais des militaires et miliciens faisaient état d'un bilan plus lourd, parlant de 18 soldats tués dans les combats qui ont duré 7 heures d'horloge. Selon un officier de l'armée, les soldats se sont battus et ont porté des coups sévères aux terroristes, mais ils ont été submergés par l'ennemi qui a envahi la base. Une milice civile locale qui aide l'armée à lutter contre les djihadistes a également déclaré mardi que 18 corps avaient été transportés dans la ville de garnison de Monguno, à 120 km de la base prise pour cible. Selon un milicien, Boko Haram a aussi subi de lourdes pertes, mais a réussi à envahir la base et prendre des armes. Boko Haram, également appelé État islamique en Afrique de l'Ouest, faction soutenue par l'organisation État islamique, est actif dans la zone du lac Tchad où il a multiplié depuis quelques mois des attaques de bases militaires. Ce journal se poursuit. Plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés ce jeudi par la police zimbabwéenne. Ils avaient appelé à une journée de manifestation nationale contre une aggravation spectaculaire de la crise économique. Le porte-parole des avocats zimbabwéens des droits de l'homme, Kumbirai Mafunda, a confirmé l'arrestation du président de la Fédération des syndicats du Zimbabwe et de son secrétaire général à leur bureau. Des dizaines d'autres syndicalistes ont également été interpellés dans plusieurs autres villes. L'arrestation de citoyens qui exerçaient leurs droits constitutionnels suscite de plus en plus inquiétude et panique. En effet, la Fédération des syndicats du Zimbabwe avait appelé à des manifestations nationales jeudi pour protester contre la flambée des prix, l'introduction d'un nouvel impôt sur les transactions électroniques et les pénuries de biens de consommation courante comme le carburant, l'huile, le riz ou encore les médicaments. Seulement, une interdiction de rassemblement est toujours en cours à Harare en raison d'une épidémie de choléra. Soulignons que la situation économique est déjà très tendue au Zimbabwe, s'est brusquement détériorée ces derniers jours après l'annonce de l'introduction d'une taxe de 2% sur toutes les transactions électroniques très prisées des Zimbabwéens en l'absence du manque criant de liquidités. Une ONG marocaine a dénoncé la politique discriminatoire du Maroc vis-à-vis des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, victimes, selon elle, de violences et violations des droits de l'homme. Entre juillet et septembre, pour la seule région de Tanger, le nombre de personnes victimes de déplacements forcés est estimé à minima à 7 720 personnes, dont 174 femmes et 147 mineurs. C'est ce qui ressort du dernier décompte du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, GADEM. Lors d'une conférence de presse à Rabat, une des représentantes de l'ONG a affirmé que tous les témoignages parlent de violences et de traitements inhumains. Nous sommes dans un processus d'explication que l'engagement du Maroc vis-à-vis de son appartenance africaine et aussi son engagement vis-à-vis de ses pactes est antinomique par rapport à la répression que subissent les migrants. Nous avons fait la description de toutes les violences qu'ils subissent. Selon le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, au moins 89 personnes de différentes nationalités, dont 6 mineurs, ont été renvoyées dans leur pays d'origine après avoir été détenues à Tanger. Il y a un certain nombre de pratiques par rapport aux expulsions et que voilà un certain nombre de traitements avant ces opérations d'expulsion qu'il faut arrêter. C'est ça la conclusion générale de ce rapport, c'est qu'il faut arrêter tout ça. On appelle toutes les forces vives de la société, institutions, autorités, organisations de la société civile à ouvrir un débat pour pouvoir trouver une solution à cette question. Notre message est de respecter les droits fondamentaux et de respecter les législations et le droit international humanitaire pour l'ensemble de ces personnes. L'ONG dénonce aussi la situation extrêmement préoccupante de migrants originaires d'Afrique subsaharienne retenus dans des commissariats à Tanger, affirmant qu'il y a actuellement 142 personnes dans cette situation depuis plus d'un mois pour certaines.
Je l'annonçais en titre, aux États-Unis, la campagne des élections de mi-mandat bat son plein. Les démocrates espèrent renverser le Congrès aux mains des républicains et ainsi mettre en difficulté le président Donald Trump. Au Texas, bastion conservateur, le Parti démocrate présente pour la première fois un candidat dans toutes les circonscriptions sous l'impulsion de la communauté hispanique grandissante. Maillot du Mexique sur le dos, Giovanni va se faire tirer le portrait. Tu t'es inscrit pour voter? Oui, c'est la première fois. Ce projet itinérant est mené par l'artiste français JR dans 20 villes américaines. Pour découvrir sa photo sur cette façade de Dallas, il faut accepter de s'inscrire immédiatement sur les listes électorales du Texas. Objectif, encourager les jeunes hispaniques traditionnellement peu inscrits à voter le 6 novembre. J'ai l'air heureux. Je viens de m'inscrire pour voter pour la première fois. C'est fait, je suis content. Texans, allez vous inscrire. On doit faire en sorte que le Texas devienne démocrate. Un pari difficile. Le Texas n'a pas envoyé de démocrate au Sénat américain depuis 25 ans et a largement voté en 2016 pour Donald Trump, sa politique anti-immigration et son mur à la frontière mexicaine. Mais le vote latino, plutôt démocrate, est en pleine expansion grâce à la poussée démographique hispanique, plus 18% en 8 ans. De quoi donner de l'espoir aux anti-Trump. Austin, Dallas, San Antonio, Houston, toutes nos grandes villes sont dirigées par les démocrates. Des conseils municipaux jusqu'au maire. Le Texas n'est plus un état de cow-boy. Mais si les villes sont démocrates, les campagnes, elles, sont encore largement républicaines. L'idée selon laquelle le Texas peut devenir démocrate est tout de même optimiste, compte tenu des caractéristiques de l'État. Mais il est probable de voir le début d'une plus grande concurrence entre les deux partis. Avec une marge de 900 000 voix d'avance parmi les inscrits et une participation habituellement plus forte aux élections de mi-mandat, les républicains du Texas restent convaincus de garder leurs 25 sièges au Congrès américain. Place à présent à la revue de presse africaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce 12 octobre 2018 nous emmène au Sénégal, au Cameroun, au Togo, puis en Côte d'Ivoire où les gros titres du quotidien Fraternité Matin nous annoncent une fin de campagne très animée pour les municipales et régionales. Autre titre lu en première page de Fraternité Matin, 17e sommet de la francophonie, les États francophones appelés à plus de solidarité. Responsabilité de la communauté internationale dans la crise politique togolaise, Togo Debout interpelle les facilitateurs, la CEDEAO, l'UA, l'UE et l'ONU. Nous apprend le journal Liberté qui nous informe également que la C14 dénonce les sordides manœuvres dilatoires du régime dans le cadre de la nomination des représentants de l'opposition à la CENI. Toujours à la une de Liberté ce vendredi, Anne Eza, l'épouse du détenu politique Joseph Eza, demande la libération de son mari. Faisons à présent le point de l'actualité camerounaise vue par la presse locale. Le sous-préfet de Ngaoundéré, premier séquestre 2 journalistes, nous révèle le quotidien L'Œil du Sahel. Fekafoot, les conditions d'éligibilité durcies, écrit en première page le journal Le Jour. Autre information parue en gros titre de ce quotidien, la police du campus tabasse un étudiant à mort à l'université de Yaoundé 1. Dernier escale, le Sénégal. Positionnement pour les locales de 2019 par le biais de la campagne du parrainage. Sud Quotidien nous apprend que l'APR joue ses primaires. Politique, toujours le quotidien Enquête nous informe du choix inédit d'Abdoulaye Wade pour la présidence du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Retour sur l'emprisonnement de l'ancien président du Conseil, Direct Info met à nu le deal proposé par Senghor et la riposte de Mamadou Dia. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique présentée par Sika TV ce 12 octobre 2018. Merci de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.